Assalamu alaikum. Petit live concernant la situation à Boutcha. Donc tout le monde est au courant et de l'accusation surtout, que la Russie a commis des crimes, que la Russie s'est adonnée à une violence inouïe à Boutcha en Ukraine. Mais tout le monde oublie, car nous sommes tous incités à pleurer ensemble pour Boutcha, tout le monde oublie la violence à laquelle s'adonne le gouvernement ukrainien, le régime ukrainien dans le Donbass et c'est depuis 2014. L'émotion donc à géométrie variable des néoconservateurs, puisque là il s'agit clairement et simplement, comme je l'écrivais tout à l'heure, j'écrivais un tweet sur le néoconservatisme et l'émotivité à géométrie variable, à laquelle nous appellent les ténors de cette idéologie politique des plus mortifères, que je tombe alors sur l'article du Point titrant que la méthode Reagan, la doctrine Reagan est appliquée aujourd'hui en Ukraine par le camp états-unien, par le camp de l'OTAN. Donc qu'est-ce que la doctrine Reagan, qu'est-ce que la méthode Reagan? C'est tout simplement l'application du néoconservatisme de William Irving Kristol ainsi que Norman Podhoretz par le président Ronald Reagan aux États-Unis lors de la guerre froide. Et donc la doctrine Reagan se veut absolutiste dans le sens où, même absolue pour être simple, dans le sens où l'URSS, l'Union soviétique, est désignée comme l'ennemi à abattre, comme l'empire du mal. Donc la doctrine Reagan fut ensuite appliquée à d'autres conflits tels que la guerre du Golfe, tels que la première guerre d'Irak, la seconde guerre d'Irak, la guerre confessionnelle civile d'Irak et de Syrie, les deux guerres confessionnelles d'Irak et de Syrie, ainsi qu'à la guerre civile syrienne. Et aujourd'hui, de nouveau, le territoire ukrainien étant en guerre, cette fois-ci à cause de l'entrée des forces des 200 000 soldats russes en réponse à la poussée de l'OTAN depuis 2014 et en réalité depuis les années 90, depuis la chute de l'URSS, nous voyons donc l'application concrète de la doctrine Reagan, donc de la doctrine absolue, qui consiste à désigner les ennemis, à désigner les bons combattants, à désigner les bonnes parties, la bonne partie du conflit et la mauvaise. Donc nous sommes aujourd'hui en présence de cet émotivisme à foison, de ce sentimentalisme à foison, régi par les ténors du néoconservatisme, ce civilisationnisme réellement, puisqu'il s'agit bien plus d'une simple idéologie politique, mais bel et bien d'un positionnement civilisationnel. Donc ce civilisationnisme venant d'outre-mer, consistant à mettre sur un piédestal les États-Unis ainsi qu'Israël, on le voit dans ce conflit. Zelensky appelle à l'aide Israël de manière continuelle et frère, attends, laisse-moi finir après. Laisse-moi finir. Donc de manière continuelle, Israël et les États-Unis, je le dis encore une fois, Israël et les États-Unis, et il y a du beau monde qui arrive, donc les frères, attends, Bismillah Bilal, je te fais monter. Donc voilà, le néoconservatisme, la doctrine Reagan, la méthode Reagan est aujourd'hui imposée et nous devons de pleurer dans les chaumières pour Boutcha et non pas pour le Donbass. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah. Attends, Ça va, le son il est à fond ou pas là? Monte le son. tu m'entends mieux là? Attends. Attends, on va faire monter Abou Ahmed aussi. Abou Ahmed. Est-ce que tu m'entends là? Parfait frérot. Alhamdulillah. L'équipe de choc. Attends. Attends. Toi, tu veux. Oh, ah, non, mais ça, c'est, ça, c'est, non, ça, c'est complotiste, ça. Oh, pas mal. Pi mal, Et comme on dit. attends. Attends. Il est où le frère? Ah, il est plus là ou quoi? Abou Ahmed, il est retourné faire du zikr. Les guerres d'Israël. Les guerriers d'Israël. Les Ah ouais. guerriers d'Israël
Ah là 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 là. Enquête sur les militionnistes. Silicionniste. Silicionistes, voilà. Euh, Fais voir. C'est quoi là? La la télévision. télévision malade du sionisme. Oh là 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 là. Contre-culture. Contre-culture. Voilà. Euh, Wa alaykoum attends. assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Souhaites-tu nous rejoindre pour ce live des plus anti-néoconservateurs? Ah, mais tu sais que c'est pour ça que j'ai mon Twitter, il a sauté, mon premier Twitter, il a sauté à cause de ça. Pourtant, Ouais. nous sommes libres de dire que nous ne sommes pas Charlie parce que nous n'aimons pas l'humour de Charlie. Voilà. On ne peut plus clair. Exactement. Attends, je vais faire monter le plan. Ibrahim. Ah, mais ça bug là. Ah, le plan zioniste du Moyen-Orient. En plus, en ce moment, il est en vogue sur Amazon. Pris sur Amazon. Mais là, j'arrive pas à le retrouver. Alors, attends. Je sais plus où je l'ai mis. Attends, j'avais Made in USA aussi. Si tu vois de quoi j'y parle. Attention, frère. On voit tes armes de destruction massive que sont tes livres, mon frère. Ah, il n'y avait pas Ben que justement, je cherchais. ça va? Je... Wa alaykoum salam wa Wa rahmatullahi wa alaykoum barakatuh. salam. Ramadan Mubarak, Saïd Karim. Amin. Amin. Ansikat. Amin, amin, wa ayak. Jazakumullahu khayran. Alors, Bilal, t'allais montrer quoi? En fait, je cherchais, j'avais aussi Made in USA. Moi, j'ai aussi Carlos, tu vois, un combattant contre l'Empire. Voilà. Carlos, à qui nous passons les salutations et qu'Allah le libère, puisque je l'avais vu à son procès en 2013, 2014, non, 2013. Et Miskin, pour vous dire, hein, je vous ai déjà raconté l'anecdote, mais tellement la tyrannie nous a pour cible qu'ils l'ont mis pieds nus, ils l'ont amené pieds nus dans le box, ils l'ont amené pieds nus, ils l'ont repris pieds nus, Miskin. Ah ouais, c'est compliqué maintenant. Ah oui. Après, Ah, ça fait des Nous, vraiment peur. nous, on va arriver, on va avoir le baillon, tu vois ce que je veux dire. C'est pas on va arriver pieds nus, tu sais, Tarianic Noah, tu sais, Saga Africa, on me de la brousse. Non, tu sais, on va arriver à un baillon, mon frère. Tu vois, on les fait taire jusqu'au bout. Ah, C'est le frère. baillon, et en plus, on aura le masque de Hannibal Lecter. Si tant est qu'on essaye d'enlever le baillon, tu vois. Ah là 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 là. Ah, ça fait plaisir de vous voir les frères, ça date. Eh ouais. Surtout Ouais. qu'en plus, en ce moment, avec le ramadan, je fais presque des nuits blanches. C'est ça, exactement. Tarawih, Adhkar, Qira'a, c'est le mois béni. Alors, le frère Hamza nous demande qui connaît le livre de la Bible du Nouvel Ordre Mondial de JC2R. Je ne le connais pas, mais je connais le frère JC2R de Suivi. Masha'Allah. Oh, je précise hein, pour tout de suite. Hein. J'ai dit Masha'Allah pour le livre vert en ce qui concerne le contenu politique. D'ailleurs, c'est essentiellement politique le livre vert. Voilà. Ouais, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, parce que Tu crois quand même pas que je vais aller. Ouais, non, non, mais on sait. Pas besoin de parler, on sait, mon frère. exactement. Les gens sont des passionnés. Exactement. Donc voilà, Boucha, les frères, vous suivez un peu l'Ukraine là, ce qui se passe? À part que, franchement, je n'ai pas tout regardé, mais j'ai vu quelques infos que comme quoi il y aurait eu des militaires britanniques qui auraient été tués le milieu mars Ah ouais. dans un bombardement. Il y aurait eu même des personnes qui travaillaient avec de l'OTAN en fait qui sont décédées à peu près. Ils avaient visé un bâtiment, ça avait fait 35 morts et dans les sources il y avait 3 Britanniques qui étaient décédés. D'accord. On comprend pourquoi il y a un engouement autour de ça. Hein. C'est pour ça, entre autres. Ouais, parce que là, véritablement, même Mélenchon le dit, hein, pour vous dire, hein, même Mélenchon le dit. C'est une guerre OTAN-Russie ouverte. Là, c'est déclaré. Là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. L'OTAN fait la guerre à la Russie via l'Ukraine, tout simplement. Parce qu'au début, c'était la Russie fait la guerre à l'OTAN via l'Ukraine.
Maintenant, le discours change. On dit clairement que l'OTAN fait la guerre à la Russie via l'Ukraine. C'est des choses qui sont réalistes. Exact. De toute façon, ils voulaient faire tomber Poutine depuis des années. Ouais. Parce que Poutine, politiquement, il y arrivait. Les Américains n'y arrivent pas. La Syrie, pourquoi? Même si c'est encore le chaos là-bas, comme ils disent dans les médias, pourquoi ça va mieux du côté de Bachar dans plusieurs zones? Bah, c'est parce que c'est la Russie qui a réussi à contraindre les autres groupes, alors que les Américains, ils sont vraiment dans une optique, faut éradiquer le mal, entre guillemets, alors que eux-mêmes, c'est eux qui font le plus de mal, quoi. La fameuse, justement, doctrine Reagan qui ne laisse aucune place à la nuance. C'est exactement ça. Exactement ça. Et la Turquie dans tout ça, Bilal? La Turquie, aux dernières nouvelles, après, je t'avoue, là, justement, j'essaye de profiter de ce mois de Ramadan pour me sortir un peu de l'actualité. Bien sûr. C'est un peu plus me rapprocher de mon créateur et tout. Alhamdulillah. Même si bon, t'as vu un peu les prochaines listes de lecture qui vont arriver, c'est pas très islamique. Mais, mais voilà. Connais ton ennemi et tu auras la victoire assurée, comme on dit. C'est Voilà. ça. Bref, non, Parce que la Turquie, je sais pas si il devait être le tampon des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Aux dernières nouvelles, je sais pas si ça s'est fait ou pas. Je sais pas si ça s'est fait. Parce que Mohamed, Mais par rapport à la diplomatie turque, Mohamed, tu suis un petit peu en ce moment? La seule chose que j'ai vue il y a pas longtemps, c'était il y a peut-être 2 jours, il y avait encore un lien, un contrat entre l'Ukraine par rapport aux drones turcs. D'accord. Ah bah, ils sont en train de profiter à foison de l'expertise turque militaire, il faut le dire. Il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, les Turcs représentent pour l'OTAN le, comment dire, le challenger des États-Unis. La Turquie est le challenger des États-Unis au sein de l'OTAN aujourd'hui. De ce fait, se fournir en armes chez eux, c'est un signe clair. Ça, c'est clairement que la Turquie est aujourd'hui un acteur incontournable. Bon, ça, on le sait, mais dans le conflit lui-même. Et de toute façon, plus largement, voilà, le sujet du live touche au néoconservatisme. Maintenant, je le dis clairement, hein, parmi toutes les idéologies politiques, c'est celle d'Occident, les idéologies politiques d'Occident, c'est celle qui est ma prédilection. Parce que quand on comprend le néoconservatisme, on comprend tout. On comprend tout ce qui se passe depuis les années 90, on comprend tout ce qui se passe depuis la fin des années 80 même. En fait, depuis la guerre Iran-Irak en réalité, et bien avant, ça a pris du temps avant de se mettre en place. Merci, barakallahu fik. Et justement, c'est un moyen pour nous de ne pas tomber dans une accusation de racisme, d'antisémitisme, d'antijudaïsme, même si même Zemmour le dit, l'antijudaïsme c'est historique et c'est la critique du judaïsme, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais le fait d'être anti-juif, pas au sens politique, mais au sens ethno-religieux et ethnico-éthique, voilà. Au niveau de l'éthos et de l'ethnie, parler du néoconservatisme et traiter de ça, ça permet de dépersonnifier le débat et ça permet de l'assainir. Parce qu'il y a encore une fois des juifs qui sont totalement innocents, voilà, qui sont dans la réalité, qui sont des prolétaires, qui vivent comme nous vivons presque, mais qui vivent certaines galères. Voilà. Donc, le néoconservatisme est essentiel pour comprendre la marche du monde et toutes les guerres qui sont menées contre l'islam. Et aujourd'hui, on le voit, il n'y a pas que l'islam, comme le disait Brzezinski. Ce sont les confucéens et les islamistes, enfin les musulmans en réalité, le monde islamo-confucéen. Samuel Huntington, qui disait ça, que le monde islamo-confucéen sera le prochain ennemi des États-Unis. Et on est justement dans ce contexte unipolaire américain qui aujourd'hui affronte le multipolarisme russe. Et voilà, donc alhamdoulilah, voilà, le sujet est là. Et puis on peut bien sûr, comme d'habitude, c'est la famille, on discute. Mais voilà, c'est vraiment important de se concentrer sur ça.
c'est que là où je vais rajouter une chose, c'est que quand on écoute les Français, les néoconservateurs français, pour eux, c'est qu'on combat toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes, juives ou autres. Exact. On voit, il y a une défense, on va dire, il y a plus une défense à l'encontre des juifs que même que des chrétiens ou des musulmans. Totalement, totalement. Norman Podhoretz, enfin, on ne sait pas vraiment s'il est mort. En tout cas, Norman Podhoretz, lui, qui est le premier à publier un article sur le néoconservatisme en expliquant ce que c'est, donc dans les années 70, lui, qui est un juif par essence, disait clairement que Israël, que la communauté juive et Israël, d'ailleurs via les organes politiques et culturels de la communauté juive aux États-Unis, à savoir l'American Jewish Committee, l'INSA, etc., etc., que les juifs Du beau sont monde, ceux du qui beau doivent... monde. Oui, mon frère? Que du beau monde. Que c'est la famille, la belle famille, la famille étendue, c'est... Donc, que cette histoire de famille ethnico-éthique eh bien, doit être la seconde, comment dire, la seconde population à être protégée après celle de l'Amérique en tant que telle. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils sont considérés comme étant eux-mêmes une nation dans la nation par les auteurs néoconservateurs, néocons, ce n'est pas une insulte, néocons, c'est simplement pour réduire, c'est un diminutif. Donc, véritablement, le néoconservatisme, Norman Podhoretz, William Kristol, Irving Kristol, ce sont des gens, Richard Perle, etc., que je ne cesse de citer parce qu'il est nécessaire de les maîtriser et tout le monde ne peut pas s'adonner à ce travail-là. Donc, alhamdoulilah, je suis là pour ça et on est là pour ça. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, c'est des très très bons livres que tu nous montres là, Bilal, et je sens l'article. Je sens l'article, parce qu'un article, ça va pas forcément sortir tout de suite, mais des fois, quand on fait des articles sur toi, dans 10 ans, ils vont prendre cet extrait-là, ils vont dire, son acolyte a montré comprendre l'Empire d'Alain Soral, et lui dit que ce sont des bons livres. Éric Zemmour, ah voilà, Éric Zemmour. Non, attends, je vais te montrer le titre, comme ça, tu vois, voilà. Ah oui, Non, normalement, tu le Éric Zemmour et l'islam. Ouais. Analyse et déconstruction d'un discours teinté de manipulation. Tu Ouais. bugs, mon frère. Il essaie lui-même de manipuler la masse française. Ouais, totalement. Totalement. Et là, en fait, il a fait sensation, Zemmour, avec le discours de Trocadéro. Il a fait sensation, mais encore une fois, je préférais le Zemmour nationaliste, le Zemmour journaliste, pardon, au Zemmour candidat, parce que ce qu'il reprochait aux candidats, justement, des différentes élections, il le fait aujourd'hui, c'est-à-dire se parer d'un vêtement hypocrite, de dichotomie pour se faire entendre, pour se faire apprécier, un discours complaisant, en fait. Excusez-moi, les frères, excusez-moi, j'ai eu un appel. Voilà. Pas de souci, Arjona. Overbooké. Oh, non, mais toi, là. Non. Il faut rappeler aux gens que tout ceci se trouve chez Amazon et la Fnac. Non. Voilà. Non. Et je vais juste Voilà, et on rajouter- finit. T'as dit quoi, Et Mohamed? on finit bien. je Voilà. vais juste rajouter une chose, c'est que même Zemmour, la dernière fois, je suis tombé sur un média français qui disait, Un peu plus fort, Mohamed Afouane, un peu plus fort. je disais que la dernière fois, je partais sur Internet, première info de média que je voyais, c'était Éric Zemmour est le pire président pour Israël. Ah oui. Parce qu'il faut rappeler que la gauche juive, donc rentière, le CRIF, etc., BHL, etc., les libéraux, les juifs libéraux. Et encore une fois, hein, je répète, aux États-Unis, on parle clairement, et quand on rentre sur le terrain des idéologies politiques, on parle clairement de juifs pour désigner un groupe politique. On parle même plus de communauté ethnique hein, à ce moment-là. Donc les juifs de gauche ont lâché Zemmour et même ont diabolisé Zemmour depuis pas mal de temps. C'est pour ça que c'est intéressant que, bon,
il y a un débat intéressant en termes de contenu politique entre Youssef Indy et Pierre Jovanovic. Et Jovanovic tire sur sur la couverture en mode moi mon entourage il est pro-zémourien, enfin il est zémourien. Zemmour je l'ai connu, on travaillait ensemble etc. au journal et tout. Et là où il a raison Jovanovic, c'est que contrairement à d'autres de cette communauté, on ne peut pas dire qu'Éric Zemmour soit en tant que tel sioniste. C'est-à-dire qu'on sait pour qui il roule, on voit les Bolloré etc. derrière, mais il est aussi bien diabolisé par les libéraux juifs que par les islamo-gauchistes ou autres. On parle vraiment d'idéologie là. Parce que pour nous, Zemmour est un adversaire, mais de là à le diaboliser, c'est complètement ridicule. Parce que lorsque l'on diabolise, on entre dans l'essentialisme et on brouille les grilles de lecture et on brouille les pistes. Zemmour, demain, on débat tranquillement, il n'y a pas de souci, autour d'un bon thé kabyle. Je l'invite même à la future émission Les Repas du Calife, tu vois. Nous l'avions annoncé, nous le ferons, Inch'Allah. Ah, mon frère, faut qu'on le fasse. On l'invite Quand tu veux, tu me dis. du coin. T'as dit quoi, Mohamed? Hein? J'ai dit on l'invite même au tacos du coin. Ah ouais, au tacos. Non, Et si, t'inquiète, faut qu'ils prennent un peu de c'est poids. surfait le tacos. Non, mais il a C'est raison. surfait le tacos. Faut qu'il prenne du poids. Vas-y, viens manger à la maison. T'inquiète, je te mets bien ton con. C'est bon, frère. Voilà, tu vas manger des bons plats de chez nous, tu vas manger du yassa, tu vas manger du tagine, tu vas manger des brochettes, des trucs, tu vas manger des bons plats de chez nous, mon frère. Il va se souvenir. Tu vas te mettre bien. Il va se souvenir du bled. C'est ça. Et à la fin, à la fin, c'est même lui qui va te parler en dirigeant, mon frère. C'est ça. Il va se convertir et tout. Bon. Et ouais. Mais justement, transition parfaite, on parle de Zemmour, de conflit avec les juifs sionistes de gauche ou de droite, etc. Comme chaque année, nos frères et sœurs palestiniens entament leur mois de Ramadan dans le conflit, entament leur mois de Ramadan dans l'oppression, dans le blocus, etc. Le Hamas qui depuis des années disent c'est inadmissible. 2 secondes les frères. Hésitez pas, moi je vais couper mon micro le temps que Bilal parle. N'hésite pas Mohamed à couper le tien, comme ça il n'y a pas de retour micro. Ok. Allez. Et je fais vite. Le Hamas qui depuis des années... Tu prends ton temps, regarde, j'ai pris combien de temps à parler moi? 20 minutes? Non, tu prends ton temps frère, non? Ah, tranquille. Voilà, donc chaque année c'est un peu la même chose en début de Ramadan pour nos frères et sœurs en Palestine. Oppression, Hagra, tout ce que vous voulez. Les forces d'occupation de l'entité scélérate sioniste prennent à chaque fois la porte de Damas, grappillent de plus en plus du territoire. Depuis 2019, j'ai vu les chiffres, je l'avais partagé sur ma chaîne Malik, je pourrais pas trop dire les chiffres exactement, mais en gros, il y a eu une cinquantaine de morts depuis 2019, sachant qu'entre-temps, il y a eu le confinement et tout, tu vois. Donc, cinquantaine de morts, dont je ne sais plus combien d'enfants, des milliers de blessés, dont plus d'un tiers, c'est des enfants aussi, et je ne sais pas combien de maisons spoilées, détruites, tout ce que vous voulez, appartenant à des Palestiniens, etc. Je pourrais pas redonner les chiffres exacts de tête. J'essaierai de les retrouver, Inch'Allah. Normalement, sur mon profil, vous pourrez la revoir, Inch'Allah, les chiffres. Autre chose, donc voilà. Et de toute façon, c'est quelque chose d'habituel chaque année. Et lorsqu'on parle de néoconservatisme, je le remontre, prenez-le sur Amazon, le plan Oded Dienon, le plan sioniste pour le Moyen-Orient. C'est-à-dire, en gros, le plan qui... c'est possible, je sais plus exactement. En gros, c'est le plan qui vise à recréer le grand Israël du Nil à l'Euphrate. Et donc, virer nos frères et sœurs musulmans
sunnites de la région, faire en sorte de les renvoyer vers leur terre originelle, l'Arabie, le Yémen, etc., etc. Et de toutes les régions concernées par le Grand Israël, Irak, Syrie, Palestine, Liban, Égypte, toutes les régions. C'est ça. Et on voit bien d'ailleurs que depuis les années 80, depuis fin 70, début 80, et l'arrivée au pouvoir des chiites duodécimains en Iran, qui ont repris le pouvoir politique sur la région, et donc l'influence sur la géostratégie locale, notamment des minorités chiites en Irak, enfin, des minorités ou majorités pour l'Irak, au Liban, en Syrie, au Yémen, etc. On voit bien que justement les néoconservateurs ont facilité l'arrivée au pouvoir de Shaitan Khomeini pour prendre le pouvoir, pour déstabiliser la région, dans le but de faciliter aussi justement le plan sioniste pour le Moyen-Orient, c'est-à-dire le plan d'Ediénon, le plan du Grand Israël, etc. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Qui s'aligne qui s'aligne parfaitement avec la politique extérieure américaine menée par les néoconservateurs, puisque c'est américain à la base. Donc oui, c'est parfait. L'Iran, et d'ailleurs ça renvoie à ce que disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, à savoir que Rawafid baghlul yahoud, que les Rawafid, donc les chiites déviants, les chiites hérétiques, sont la monture des juifs. Et c'est exactement ce qui se passe au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, on se souvient très bien que l'ayatollah Khomeini a eu l'asile politique en France. Il était sous couvert de l'asile politique en France. Ils lui ont permis d'exporter ses cassettes en Iran dans le but de faciliter la révolution en Iran, etc. Et d'ailleurs, avant le Shah Pahlavi, non, j'ai oublié son nom. Bref, le Shah d'Iran, qui avant était bien sûr un allié de l'Angleterre, des Américains, etc., etc. Bref, de l'OTAN, même si de l'OTAN et de l'Occident de manière générale, et donc indirectement des intérêts sionistes dans la région, a très très vite été lâché parce que justement il commençait à déranger, parce qu'il se rapprochait un petit peu trop à leur goût du communisme qui était en train de prendre de l'ampleur à l'époque. Et justement, pour eux, c'était important d'avoir en Arabie Saoudite le principal pôle sunnite et en Iran le principal pôle chiite, d'avoir deux leaders religieux, si on peut dire ça comme ça, et dans une forme des plus dures de leurs croyances religieuses respectives, dans le but justement de pouvoir contrer le communisme. Mais le problème, c'est que ils ont très vite remarqué que l'ennemi chiite, l'ennemi chiite pour nous est beaucoup plus avantageux pour leurs intérêts à long terme que nous. Exactement, on voit même leur tolérance vis-à-vis de des combats que mènent les milices chiites aujourd'hui contre les États-Unis en Irak. Il y a une tolérance qui est beaucoup plus forte. Ça ne veut pas dire qu'ils se font pas aussi éclater par les Américains, mais par rapport aux sunnites, franchement, il y a une grande tolérance parce qu'ils préfèrent justement que ce soit eux, à savoir le Hashd Sha'bi, etc., plutôt que le I ou que Al-Qaïda, etc. Et même l'influence saoudienne. Ils font en sorte que l'influence saoudienne ne dépasse pas l'ambassade en Irak. C'est-à-dire que malgré le fait ils savent que les Saoudiens, sont alignés sur une politique diplomatique, à savoir on tâtonne, on joue aussi bien avec le côté russe, avec le bloc Est que le bloc Ouest, pour reprendre la terminologie de la guerre froide. Malgré tout ça, ils savent que c'est quand même un risque, puisque si demain il y a un émir de type Faisal Ier qui vient et qui reprend la marche de la libération des territoires islamiques, parce que c'est ce qu'il annonçait, c'est ce qu'il voulait, ce qu'il désirait. À ce moment-là, voilà. D'ailleurs, comme par hasard, il s'est fait assassiner peu de temps après.
Exactement, exactement. Tu vois? Et il y a rien sans rien. Il n'y a pas de complot. Il y a que des faits. Oui, il y a des complots, mais ce sont des faits. C'est factuel. Et donc pour revenir On sur n'est pas en train de dire que, on n'est pas forcément en train de dire que c'est Israël ou les États-Unis qui sont derrière son assassinat, mais c'est que les faits sont là. C'est-à-dire peu de temps après qu'il ait annoncé justement cette grande lutte massive des peuples sunnites, etc., et d'union des peuples sunnites sous une même bannière, si on peut dire ça comme ça. Comme par hasard, peu de temps après, un de veut éloigner ou je ne sais plus quoi l'assassine pour un vieux contentieux qui s'était passé c'est une dizaine d'années c'est auparavant. ça Donc, exactement. Parce que comme tu l'as dit, ça arrange tout le monde qu'il n'y ait pas de sunnites ni de chiites qui soient trop criants, qui soient trop dans la volonté de libération des nôtres. Euh, Pareil avec les Zaydiya. Historiquement, les chiites zaydites, c'est les plus proches des sunnites. Eh ben, on les a pourris avec les Houthis, avec le mouvement Houthi pour monter contre les sunnites. Naam, tu voulais réagir? J'allais réagir par rapport au neveu de Faisal. C'était quelqu'un qui avait étudié aux États-Unis aussi. C'était une chose que j'ai rajoutée parce que au final, il aurait pu être envoyé par les États-Unis par ces faits-là parce ouais. qu'il a étudié, il avait des liens très proches avec les Américains qui étaient dans le gouvernement et tout. Bon, l'Arabie Saoudite diront jamais oui, c'est les Américains coupés avec les Éliminé au cours d'un raid russe contre la base militaire, laquelle? C'était quoi déjà? Fouri, j'ai pas retenu le nom de la base militaire. Ah mince, parce qu'en plus j'ai enlevé, je suis allé sur le truc qui était juste avant, donc Ah, c'est pas. complet, et qui va parler de 35 morts à 134 blessés. Waouh. Et juste pour prouver, hein. Alors, Madaniya, la fille حصلية حصيلة القذف الروسي الذي استهدف المركز الدولي لحفظ السلام والأمن
Et les coquelicots, euh, parmi les Cook, de la Diyala, de tout ça. Maintenant, tu as beaucoup plus d'opérations dans la wilaya. Ah oui, c'est